bienvenue dans le territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous propose une incursion dans les coulisses de l'aéroport de Montpellier. C'est en 1938 qu'un premier avion se pose ici sur la piste, mais il faudra patienter encore 12 ans pour que l'aérogare civile de Fréjorgues ouvre officiellement ses portes. Depuis, Montpellier Méditerranée a connu des hauts et des bas. En 2000, 1 750 000 personnes sont passées par ici. Un pic de fréquentation jamais atteint depuis, en cause notamment l'arrivée du TGV et le départ d'Air Liberté en 2001 et en 2004, la liquidation judiciaire d'Air Littoral. Aujourd'hui, l'aéroport Montpellier Méditerranée propose plus d'une vingtaine de destinations en France et à l'étranger et génère un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Passagers, hôtesses et pilotes, mais aussi services de sûreté, approvisionnement, douane, services techniques. Au fil de cette émission, je vous propose de découvrir les coulisses de cette véritable ruche qu'est l'aéroport de Montpellier au quotidien. Dans quelques instants, le Paris Orly de 8h15 doit atterrir. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil dans la tour de contrôle. Suivez-moi. Fox India Bravo, squawk 5406, line up runway 31 left, clear for takeoff, wind 020 degrees, 12 knots. Roger, Fox India Delta, report November Echo. C'est le cœur opérationnel de l'aéroport, une zone hors de la concession qui appartient à l'aviation civile. Ici, se relaient jour et nuit 47 contrôleurs pour gérer le trafic de l'espace aérien montpelliérain. Un trafic atypique qui mêle les vols commerciaux et ceux des écoles de formation voisines. Il y a beaucoup d'écolage, il y a moins de mouvements commerciaux. On souhaite que le commercial se développe au maximum parce que c'est l'intérêt aussi de la vie d'un aéroport. Et l'autre particularité, structurellement, on a une particularité aussi de Montpellier, c'est qu'on a deux pistes avec une tour qui est centrée entre les deux pistes. Donc on retrouve ça nulle part. Donc il y a un système de gestion qui est différent des autres aéroports. Alpha Québec autorisé option 31 droite, le vent 0,20 degrés, 12 nœuds, maximum 14 nœuds. En tout, ici, on compte 200 à 450 mouvements par jour. Chaque vol est enregistré en détail sur ces barres, les strips. Oui, salut. Tu vois mon 7030 et 5403 ? Guillaume est encore en formation. Après 1 an et demi passé à l'école de l'aviation civile, il met ses connaissances en application sous l'œil du premier contrôleur. Par rapport au trafic qu'on peut avoir, en fait, il faut essayer de visualiser, de se faire un schéma mental et voir en fait les ordres de priorité qu'on va donner par rapport au trafic. Il y a certains trafics qui vont être prioritaires où on va donc essayer de voir par anticipation en fait qui on va passer numéro 1, qui on va passer numéro 2, etc. Et ça c'est des qualités qu'on acquiert avec l'expérience en travaillant. Donc pour l'instant, le jeune qui est juste en face, qui est en formation, que je supervise, voilà, c'est le but en fait, c'est le réel but du contrôleur, c'est savoir écouler et fluidifier le trafic au maximum. Fox Alpha Fox pour séparation, tournez à droite au cap 270, montez au niveau 60 et rappelez passant 4500 pieds en montée. À l'étage inférieur, les contrôleurs gèrent la zone d'approche, un secteur qui fait le lien entre la partie locale autour de l'aérodrome dont s'occupe la vigie et l'espace aérien supérieur, géré par les centres de contrôle régionaux comme à Aix-en-Provence ou à Bordeaux. Ici, au niveau espace aérien Montpellier, on gère un espace aérien qui est défini. Je vous montre du doigt parce que c'est marqué, c'est libellé en tout petit là, cet espace-là, qui va de Béziers jusqu'à Montpellier ici. Donc tout cet espace-là, entre 2500 pieds, qui représente 800 mètres à peu près, et le niveau 115 qui fait 3000 mètres, est géré par le secteur d'approche. Donc là, chaque petit point de couleur qu'on voit, chaque chiffre, ça correspond à un avion. Alors toutes les étiquettes, on appelle ça une étiquette, matérialise un avion. Donc là, si on prend
Si on prend cet avion-là, l'immatriculation, c'est du Fox Golf Papa Echo. Là, actuellement, il est à 5000 pieds en montée. Il y a la flèche qui indique la montée. Et il fait une vitesse de 100 nœuds. Il va s'arrêter, il va atterrir à Montpellier ou pas du tout? Je regarde ce qu'il fait. Non, il fait Montpellier-Perpignan. Il passe sur Perpignan. Donc, il est en transit dans nos espaces. Marc Subéran, là, vous êtes en train de faire quoi exactement? Donc je viens de saisir le bloc du vol de Orly, l'Air France 7543, qui est censé partir à 9h et qui part à l'heure, donc à 9h. Donc j'ai saisi le bloc. Et cet avion est parti à 9h et nous saisissons tous les moyens. Donc il a utilisé la passerelle numéro 2 et il part en piste 31 droite. Et il n'y a pas de balisage, donc j'ai fait la saisie. Comme Marc, ils sont 8 en tout à travailler dans ce qu'on appelle la petite tour de contrôle de l'aéroport, le poste de contrôle exploitation. C'est un centre opérationnel qui va permettre de coordonner les différents usagers d'aérogare. Une fois que les avions sont posés sur le sol, on va traiter les circuits passagers pour les orienter dans l'aérogare et coordonner un petit peu nos partenaires qui sont les compagnies aériennes et puis les assistants aéroportuaires, donc les gens qui vont travailler sur les vols. Ça veut dire que toutes les étapes au sol qui ont rapport avec l'avion, c'est vous qui les gérez? On a un œil effectivement, un rôle de coordination. Donc on se tient au courant de l'arrivée et du départ des vols, des différents chargements pour coordonner au mieux, leur mettre à disposition les équipements de l'aéroport pour qu'ils puissent travailler et assurer le départ ponctuel des vols. Oui, Richard, le Roissy, donc le Air France, il a 50 minutes de retard. Donc je le laisse en Delta 2. D'accord. Que ça ne va pas gêner, il va partir avant l'arrivée du prochain Orly. Donc il n'y aura pas de problème de croisement de flux et il n'y a pas de souci. Ok, bon, c'est parfait. Et là, tu as pensé à prévenir donc, les usagers? Richard Mondet, il y a un petit peu de retard sur un avion. Là, c'est votre rôle de gérer tout ce qui se passe au sol. Voilà, absolument. En fonction donc, du retard de l'appareil, l'agent PCE donc, va effectuer les vérifications d'usage, savoir si l'avion peut occuper le parking qui lui était destiné au départ, savoir s'il y aura éventuellement un problème de flux par rapport aux autres appareils. Son rôle, c'est également de prévenir notre accueil aérogare, de façon à ce que notre hôtesse, qui répond également au téléphone, puisse renseigner donc efficacement les attendants. Et puis bien sûr, au niveau du téléaffichage, où nous allons indiquer donc sur les différents donc téléplasmas que nous avons à l'aérogare donc d'arrivée, le retard qui impacte le vol. Aéroport de Montpellier Méditerranée, bonjour. Le vol d'EasyJet est prévu à 17h40. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Plus d'1 200 000 passagers passent par cet aéroport chaque année. Et avant d'embarquer, ils doivent passer un certain nombre d'étapes, et notamment les contrôles de sûreté, des contrôles de plus en plus pointus. Vous êtes invités à conserver vos bagages auprès de vous et à ne pas accepter de colis confiés à un tiers. Tout papier avant vous sera immédiatement détruit. Yves Morin, vous êtes le responsable sûreté de l'aéroport de Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, responsable sûreté? C'est pas la sécurité. Il faut faire une différence effectivement entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, ce sont des actes de prévention contre des événements qui ne sont pas prévus, qui sont involontaires, comme un incendie, un accident. La sûreté, c'est la prévention contre des risques qui peuvent être attendus, comme le terrorisme ou de la malveillance. Et ici, à Montpellier, la partie sûreté est confiée à une entreprise sous-traitante. De 4h30 du matin à 23h le soir, une centaine d'employés d'Air Assistance Sécurité veillent à la sûreté des passagers et des bagages. Ce sont des contrôles qui sont devenus de plus en plus sévères ces 10 dernières années. Alors disons sévère, c'est peut-être pas le mot, mais de plus en plus pointu, puisque la menace étant de plus en plus difficile à identifier. Nous sommes dotés de matériel
de plus en plus performants. Et le personnel a une formation de plus en plus poussée également pour identifier ces risques. À quoi il faut faire très attention quand on passe ce type de... Si vous voulez passer rapidement un filtre, le mieux c'est de ne pas avoir sur vous de parties métalliques, comme des ceintures à grosses boucles, des chaussures qui pourraient sonner ou des produits liquides, aérosols ou gel qui peuvent être interprétés par la machine comme étant une menace potentielle. Pas mal d'articles peuvent être dits prohibés, donc on est susceptible de vous les retirer avec votre accord. Si vous n'êtes pas d'accord pour retirer ces objets, nous faisons appel à la gendarmerie des transports aériens qui est sur le site, qui vient elle-même vous voir et soit vous acceptez de laisser vos objets, soit vous ne prenez pas l'avion et vous êtes reconduit à l'extérieur de la zone sensible. À l'instar des passagers, leurs bagages sont eux aussi soumis à des contrôles de sûreté minutieux une fois enregistrés. Yves Mauroy, là on est dans un endroit qui est vraiment très sécurisé. Nous sommes où ? Absolument, nous sommes dans le local où nous traitons les bagages en enregistrement pour le départ des vols. Donc les bagages arrivent ici après être sécurisés par des machines de sûreté et des opérateurs de sûreté. Chaque jour, entre 1000 et 1500 valises, sacs et autres malles sont contrôlés par ce système de sécurité tout automatisé. Mais en cas de doute, ce sont ces agents qui interviennent. Ils font passer le bagage suspect dans un second circuit de contrôle dans un premier temps. Et si le doute persiste, le bagage doit être ouvert. Nous avons de temps en temps des bagages qui passent dans les machines et pour lesquels il subsiste un doute. Donc nous ouvrons en compagnie du passager et d'un assistant de la compagnie. Nous demandons au passager d'ouvrir le bagage devant nous pour inspecter l'intérieur du bagage. Ça devient de plus en plus rare vu la performance des machines. Qu'est-ce qu'elles cherchent ces machines un peu ? Elles cherchent tous les objets illicites, les chaînes pyrotechniques, les explosifs en particulier, mais aussi d'autres choses qui pourraient nuire à la sécurité des vols. Contrairement aux apparences, cet homme n'a pas l'intention de porter atteinte à la sûreté de l'aéroport. Au contraire, c'est un agent de sécurité. Il est chargé de la prévention du péril animalier. Chien errant ou sanglier envahissant, il veille à ce qu'aucune bête ne vienne perturber le bon déroulement des atterrissages et des décollages. Sa première cible, les oiseaux, est tournée aux corneilles, flamants roses ou goélands. Ils sont particulièrement nombreux en bord d'étang. Là, vous avez vu tout ce qui est pyrotechnique à l'aide d'un revolver. Il tire des fusées crépitantes, détonantes, qui permettent d'effaroucher les oiseaux et de garantir la sécurité par rapport aux aéronefs. Pourquoi c'est important justement qu'il n'y ait pas d'avion qui entre en collision avec des oiseaux ? Ça peut derrière avoir des impacts en termes d'exploitation, parce que dès lors qu'il y a une collision aviaire avec un aéronef, il y a un contrôle qui est réalisé par des mécaniciens agréés, et en fonction, s'ils ne sont pas basés sur la plateforme, le temps qu'ils viennent, l'avion reste basé sur la plateforme, et c'est donc des pertes d'exploitation. Au-delà du péril animalier, Fabrice Bousquet est aussi responsable du service de lutte contre les incendies des aéronefs, le SSLIA, soit une trentaine de pompiers qui se relaient en permanence sur le site. Cette sirène marque le début d'un exercice, un entraînement nécessaire pour être opérationnel à tout moment. On effectue des inspections de l'aire de manœuvre avec les véhicules pour constater tout objet étranger sur la piste afin qu'il n'y ait pas une ingestion de ces objets étrangers par les réacteurs. Qu'est-ce que ça peut causer, ce type d'ingestion ? Ce type d'ingestion peut déjà, dégrader le moteur,
générer son embrasement et de ce fait après avoir des conséquences plus importantes. Alors pourquoi c'est important de continuer à s'entraîner, à faire des manœuvres, etc. Alors le service que je manage, ils doivent être opérationnels en tout point de la plateforme. En moins de 3 minutes, ils doivent être capables de mettre 50% des moyens et en 4 minutes, la totalité des moyens. Donc il faut qu'ils soient à tout moment prêts à intervenir. Voilà. Ils sont toujours dans l'attente et pour ça, ils s'entraînent afin de garantir cette efficacité. Sur le tango, lequel tango ? On va naviguer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien reçu. J'assure la sécurité, merci. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Au cœur de l'hiver, la cité accueille les guitares, les chanteurs et les danseurs, les gitans et les andalous, créant ainsi une ambiance chaleureuse. Ce festival de renommée internationale vous attend du 10 au 22 janvier au Théâtre de Nîmes, à l'Odéon, mais aussi dans la ville. Le rendez-vous est donné à tous les amoureux du flamenco, que la fête commence. Oh, regarde cette poussette. Hein? Non, je préfère attendre. Et t'as vu ce tapis d'éveil comme c'est mignon? Oh, mais non, je préfère attendre. Pourquoi attendre? Les super promos, c'est maintenant chez Autour de Bébé. Jusqu'au 11 janvier, profitez de remises allant de -20, -30 à -50% sur des milliers d'articles signalés. Toutes les plus belles marques de la puériculture sont en promo. Profitez-en. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est tellement chou. Dans votre magasin Autour de Bébé, Le Fenouillet à Pérols, face à Saint-Maclou, derrière Orchestra. Bordé par les étangs, l'aéroport de Montpellier-Méditerranée s'étend sur 440 hectares au sud-est de la ville. En 2009, plus d'1 200 000 voyageurs ont fréquenté le site, un chiffre qu'ici on espère bien faire décoller grâce à la diversification des destinations, notamment à l'international. Contrôleurs aériens, mécaniciens, agents de sûreté et de sécurité, personnel des compagnies aériennes, en tout près de 350 personnes travaillent sur l'aérogare chaque jour. « 13h05, le vol en provenance de Roissy-Charles de Gaulle atterrit. C'est le même appareil qui effectuera la prochaine liaison vers Paris dans moins d'1 heure. Du coup, côté passager comme côté piste, les personnels savent faire. L'ensemble de ces opérations entre l'atterrissage et le décollage s'appelle la touchée et son timing est très serré. En fonction du type avion qui est traité, effectivement, en l'occurrence c'est un Airbus 318, eh bien on a un temps de traitement qui est défini à l'avance. En l'occurrence pour cet avion, c'est 35 minutes de traitement minimum qui est prévu. Voilà. Donc sur ces 35 minutes, vous avez donc des opérations d'arrivée,
des opérations, pendant les opérations d'arrivée, le traitement en piste, on a le débarquement des passagers. À l'issue du débarquement des passagers intervient l'équipe ménage qui nettoie la cabine de l'avion. Le ménage sur un temps de demi-tour de 35 minutes, c'est 6 minutes qui est alloué au ménage. Et ensuite, une fois le ménage terminé, l'embarquement peut débuter. Pendant ce temps-là à l'extérieur Pendant ce temps-là à l'extérieur, donc s'organise l'équipe de traitement chargement-déchargement. Donc l'équipe est constituée d'un responsable de zone avion, d'une personne qui s'occupe de toute la partie rampe et d'une équipe qui s'occupe de décharger et de charger les bagages. Voilà. L'avitaillement. L'avitaillement carburant également est quelque chose effectivement qui s'effectue. En l'occurrence ici, donc c'est quelque chose qui est sous-traité à Air Total. Donc la quantité de carburant coulé est définie par l'équipage en fonction d'un certain nombre de paramètres techniques qu'ils auront calculés. Et donc l'autorisation de couler effectivement est donnée par l'équipage technique. Donc là on va voir le refoulement dans quelques instants. C'est quoi le refoulement ? Le refoulement, c'est l'opération qui consiste à faire reculer l'avion de façon à le mettre dans l'axe de la piste pour qu'il puisse ensuite aller donc décoller. C'est cet engin qui assiste l'avion dans son créneau taille XXL, le PPU de l'anglais Power Push Unit. L'ensemble de l'opération est coordonné par l'agent assistance avion qui, grâce à son casque, est en lien direct avec le cockpit. L'avion est maintenant prêt à décoller, tout semble s'être bien passé et pourtant... Sur cette touchée, l'avion étant arrivé à 13h05, on aurait dû partir à 13h40 et l'avion est parti à 46. Donc c'est 6 minutes. Ensuite, une fois que le vol est terminé, on analyse un petit peu les causes qui ont provoqué ces 6 minutes de retard et on travaille dessus. 6 minutes, c'est pas grave, si. 6 minutes, c'est pas grand-chose pour effectivement au départ de Montpellier, mais il faut savoir que cet avion a commencé sa rotation aujourd'hui à Londres, a fait un Londres-Roissy-Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, il est venu ici à Montpellier. De Montpellier, il repart à Roissy. Il aura encore 1 ou 2 étapes dans la journée. Et effectivement, à la fin de la journée, le retard peut être très très important. Plus de temps en l'air qu'au sol. L'idée, voilà. Alors l'idée effectivement, c'est que un avion qui reste au sol coûte cher. Donc pour des raisons de rentabilité, il faut effectivement faire voler l'avion le plus possible. Iberia, EasyJet, Ryanair, Air Arabia, en tout une petite dizaine de compagnies aériennes font ainsi escale à Montpellier. Certaines sous-traitent une large partie de ces opérations au sol. Ce n'est pas le cas d'Air France. 160 employés de la compagnie aérienne sont basés à Montpellier pour assurer toutes les étapes de la touchée, côté client et côté avion. Donc là, on en est à 3 bagages. Allez-y, la poussette, on la mettra en dernier, si vous êtes bien. Alors, il y a différents métiers sur l'escale. Vous allez trouver donc les métiers côté pôle client, à savoir le comptoir vente, qui est là donc pour vendre des billets d'avion ou donner des prestations annexes au départ. Sinon ensuite vous avez donc tout ce qui est zone enregistrement et embarquement, donc qui gère l'accueil du client en amont de la zone d'enregistrement, qui l'accueille, qui l'oriente donc soit vers la dépose bagage, soit directement vers l'embarquement. Vous avez donc la dépose bagage pour que le passager puisse enregistrer son bagage. Et ensuite, vous avez la zone embarquement au premier étage, donc qui permet aux clients munis d'une carte d'accès à bord de se présenter à l'avion directement en passant par la porte d'embarquement. L'après-midi touche à sa fin. Le vol EasyJet en provenance de Londres-Gatwick se pose. Pour les passagers pressés de récupérer leurs bagages, il faudra patienter encore un peu, le temps de passer le contrôle douanier. Nous contrôlons les passeports pour tous les pays qui se situent en dehors de l'espace Schengen, notamment les Anglais, comme vous avez vu. Il y aura aussi le Maghreb, ponctuellement l'Algérie et pour toute l'année le Casablanca avec Marrakech qui va ouvrir très bientôt. Et ensuite, notre deuxième mission, c'est les contrôles douaniers sur tous les vols hors communauté européenne actuellement, qui sont assez nombreux également sur cet aéroport.
Est-ce qu'il y a peut-être des choses un peu surprenantes que vous avez pu voir depuis que vous êtes à Montpellier, des choses qu'on a essayé de faire passer ou des saisies un peu surprenantes? Alors récemment on a saisi en provenance de Saint-Martin, on a saisi 5,5 kg de cocaïne. Donc qui ont été saisis en double fond sur une valise qui est arrivée, c'est en transit pour Paris, et qui est arrivée sur Montpellier pour être livrée dans la périphérie montpelliéraine. Voilà, donc, et puis on fait pas mal de constatations sur les contrefaçons, sur le tabac, voilà, sur des vols tiers avec des passagers qui ramènent soit des quantités beaucoup plus importantes que ce qui est permis, soit des quantités un peu plus dépassant un peu la franchise, quoi. Bonjour, entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc on va parler du développement de l'aéroport. Parfait. Bonne idée. Alors, Cyril Reboul, vous présidez le directoire de l'aéroport Montpellier-Méditerranée. 2010, ça a été vraiment une année marquée par le développement à l'international, on peut dire ça? Oui, ça a été un développement à l'international et essentiellement sur le Maroc, qui était une destination qui nous semblait déterminante et où il fallait revenir, puisqu'on y a été à une époque et on y revient en force. Alors justement, quand vous installez ce type de ligne, qu'est-ce que vous faites pour vendre l'aéroport de Montpellier-Méditerranée? Quels sont les arguments que vous présentez aux exploitants de ce type de ligne? Alors, c'est clair que le métier de développement d'aéroport a beaucoup changé. On est amené non pas à se substituer, mais je dirais à vraiment faire un travail de fond par rapport à toutes les informations. Quelle est la communauté, en l'occurrence marocaine? Quels sont les flux de trafic? Quelles sont les sociétés qui sont amenées à travailler sur le Maroc? Et on essaye de faire des dossiers extrêmement complets, économico-touristiques, je dirais, qui permettent à un moment de vendre non pas seulement l'aéroport, mais la région. Quelle est votre stratégie maintenant à moyen terme? Une diversification encore à l'international? Alors, tout d'abord, on va continuer sur le Maroc et j'espère qu'on aura bientôt des très bonnes nouvelles puisqu'on compte ouvrir d'autres destinations au Maroc. Après, notre cible suivante, c'est la Tunisie, puisque la Tunisie passe en ciel ouvert à partir de novembre 2011. Donc, ça va ouvrir à d'autres compagnies et on espère bien pouvoir se positionner avec certaines. Et on a l'Algérie aussi qu'on souhaite, où on opère, mais on aimerait monter en gamme, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a à peu près 20% des passagers de l'aéroport qui volent sur du low cost. Là aussi, un axe de développement possible? Oui, alors j'allais dire, même la compagnie qui dessert le Maroc, c'est une compagnie low cost. Aujourd'hui, on a dépassé un peu l'aspect low cost ciblé avec des Ryanair ou EasyJet. Aujourd'hui, les compagnies qui ont des visions de développement importantes sont forcément low cost. C'est-à-dire, elles doivent être à bas coût pour pouvoir faire des tarifs très compétitifs et pouvoir drainer un potentiel de passagers important. Alors justement, là on a parlé des passagers, mais aussi d'autres niveaux d'activité, notamment le fret. Est-ce que c'est quelque chose qui va être développé prochainement ici à Montpellier-Méditerranée? Alors, le fret aérien, au sens où tout le monde l'entend, c'est-à-dire du fret qui va dans les avions, c'est quand même quelque chose qui est assez limité. Et aujourd'hui, c'est essentiellement du fret qui transite par camion, parce qu'au niveau même de l'Europe, le camion est plus rapide. Par contre, ce qui doit se développer, c'est tout ce qui est logistique. Et aujourd'hui, la gestion de tout ce qui est stockage, etc., on a tout un espace logistique qui nous paraît tout à fait approprié. D'ailleurs, La Poste et Pomona s'y sont installés. Il y a aussi ASICS. Donc ces gens-là, la majorité du fret qu'ils traitent n'est pas aérien, mais leur localisation sur la plateforme, c'est aussi que pour le fret aérien, c'est nettement plus simple d'être à côté. L'objectif ces prochaines années, c'est d'attirer encore ce type d'entreprise? Oui, tout à fait, parce qu'on a des surfaces foncières intéressantes. Le positionnement par rapport à l'aérogare de fret est intéressant. Et des surfaces importantes disponibles aussi près du centre-ville, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Donc c'est aussi un plus qu'on amène dans le cadre d'un développement économique régional. Il faut aussi garder à l'esprit que c'est un outil de développement économique pour toute la région, ce type d'aéroport. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on arrive à associer un certain nombre d'activités très variées. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le trafic aérien, il y a aussi la logistique, on vient d'en parler, mais il y a aussi les écoles de formation aéronautique comme l'ESMA et le CEFA, la maintenance aéronautique comme la TECOR. Donc tout ça fait vraiment
un groupement d'activités économiques qui, quelque part, j'allais dire, se consolident les unes les autres et qui arrivent à donner un véritable sens au développement global. Direction les ateliers du service technique de l'aéroport. Ici, une trentaine d'agents sont chargés de la maintenance de tous les équipements aéroportuaires. Du bus passager à la passerelle avion, ils savent tout remettre en état. Vous avez effectivement devant vous des équipements comme des bus qui sont mis à disposition des passagers. Nous avons également des équipements pour intervenir contre la neige, c'est d'actualité. Nous avons effectivement également des équipes qui sont là pour intervenir pour tout ce qui est mis à disposition des passagers, des compagnies qui sont nos clients, des loueurs de voitures et autres entreprises qui interviennent sur l'aéroport avec ces spécificités aéronautiques que l'on peut détailler, mais qui sont assez nombreuses. Vous n'intervenez pas uniquement sur des véhicules, vous intervenez vraiment sur tout. Voilà, nous intervenons sur tout, que ce soit des chaussées aéronautiques, par exemple avec la piste, avec le balisage de piste, que ce soit les installations terminales où on retrouve les tapis à bagages qui sont bien connus des passagers, les passerelles d'accostage des avions, les aspects effectivement salle d'embarquement, banque d'enregistrement, avec toute la partie thermie, le bâtiment lui-même, qui est un établissement recevant du public, avec toutes ces spécificités liées au fait que c'est un établissement recevant du public, avec tout l'aspect sécuritaire et autres, évidemment. Et au service technique de l'aéroport, l'éclairage des pistes est un poste à part. Jean-Pierre Alme est en charge des quelques 3000 ampoules bleues et 150 feux de piste à entretenir très soigneusement. Alors, la spécificité de cet éclairage de piste, c'est en fait pour aider à l'atterrissage ou au décollage, c'est des systèmes, c'est des feux de balisage qui sont dirigés. C'est-à-dire on a une partie omnidirectionnelle et on a aussi des parties qui sont bien directionnelles dans l'axe de la piste. Ça permet aux avions, surtout en temps par transparence d'air un peu déficiente, de bien voir la piste et de voir la piste dans son homogénéité, c'est-à-dire l'ensemble de la piste et pas uniquement le début, c'est vraiment un ensemble qu'il faut voir. Il y a plusieurs puissances possibles d'ailleurs en fonction de la transparence. Ça peut aller jusqu'à une intensité qui nous éblouirait là actuellement. C'est la fin de cette émission. Votre prochain rendez-vous avec Territoire, c'est vendredi. D'ici là, une très bonne semaine sur cette LTV. Montpellier Agglomération vous a présenté Territoire.